L'avantage que nous avons en tant que grand reporter, c'est que c'est la différence entre, par exemple, les gens le savent peu, entre un grand reporter et un reporter. Le reporter, on l'envoie quelque part. D'abord, on l'envoie, c'est pas lui qui va de son plein gré. Et deux, on contrôle ce qu'il écrit. Le grand reporter, un, il choisit ses sujets, et deux, il revient avec une liberté de ton. Mm. C'est complètement différent. Mm. Donc c'est un métier d'homme libre. Montrer où on met dans un... بحق الطوائف الأخرى ولكن نحن دخلنا مع هذه الطوائف لننعم بالسلام. Ce tube de 152 mm. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast média d'Omerta. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous d'un nouveau format que nous expérimentons et qui commence déjà à avoir pas mal de succès. Alors je suis très heureux que vous soyez à l'écoute particulièrement de ce podcast parce que vous allez voir pourquoi il est assez particulier, il est assez exceptionnel. Aujourd'hui, je reçois un grand reporter, Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Régis. Alors Jean-Louis, ex du Figaro Magazine, qui a passé quoi, 20 ans, 30 ans dans ce... Un quart de siècle. Un quart de siècle, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, mais c'est à la fois peu parce que notre métier, on va en parler, fait que les choses passent très très vite, mais que c'est une somme d'aventures qui fait que notre vie... finalement, on voudrait on la donnerait à personne, en fait, je crois. Après avoir lu ce livre, en tout cas, je peux vous garantir que vous y trouverez des pépites, vous y trouverez aussi des moments de vie et des impressions sur le métier sur lesquelles on nous interroge assez régulièrement. C'est très, très bien écrit et je vous le conseille. Donc, Entre les lignes, aux éditions Éric Bonnier, il vient de sortir. Alors, ce livre, Jean-Louis, je l'ai lu 2 fois. La première, pour tout vous dire, pour retrouver l'ambiance reportage, guetter des souvenirs que nous pourrions avoir en commun, revoir aussi nos chers amis, notamment les photographes, Noël Quidu, les imaginer dans le jus du reportage. La seconde fois, je l'ai fait pour préparer cette interview. Et là, je me suis dit, première question, est-ce que finalement, et c'est le parti pris de ce livre, l'objet du reportage n'est-il pas moins important que le voyage qui y conduit? Est-ce que finalement, on n'oublie pas très vite ce qu'on écrit, alors que les personnages rencontrés au long de la route vous restent gravés dans la tête à jamais? Oui, c'est un peu ça. Je crois que c'est assez bien résumé. C'est ce que je mets dans mon avant-propos, si vous voulez. Par définition, le journalisme, c'est éphémère. C'est-à-dire que vous avez une actualité, c'est l'instant T, c'est le jour J. Très bien. Vous couvrez cette actualité. Et puis, vous revenez. Vous reprenez une autre actualité, puisque une guerre chasse l'autre, un conflit chasse un autre conflit, etc. etc. Et donc, c'est un cycle, c'est cyclique. Et finalement, ce qui reste, c'est ce que vous dites, ce sont surtout des rencontres humaines. Des rencontres humaines, d'abord, c'est le voyage, vous l'avez très bien dit, et je tiens à le redire. Ce livre est dédié à mes enfants, à mon épouse et Je le montre. aux photographes, enfin aux photoreporters de guerre, mais pas que, avec qui j'ai partagé tous ces moments. Pourquoi ? Parce que je pense que, en tout cas dans la presse magazine, les histoires se faisaient à deux, en binôme. On partait toujours, et vous le savez très bien, puisque vous étiez à Paris Match, il y avait le reporter et le photographe. C'était un couple, Ça, vraiment. je vous en prie. Mais- En tout cas, un binôme, je préfère. Binôme. C'est plus militaire Ouais. et plus technique. Ouais, soyons précis. Il y a moins d'ambiguïté, mon cher Régis. C'est un binôme. Ok. Et donc, ce binôme fonctionne bien, généralement. De toute façon, on ne renvoie pas une équipe qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si ça n'est pas bien passé une fois, ça passera bien, pas bien 2 fois ou 3 fois ou 4 fois. Et effectivement, on apprend à se connaître et on vit des moments intenses et sur la durée. Moi, j'avais calculé en 2004, par exemple, qu'avec le photographe Noël Quidu,
que vous connaissez bien aussi, et qui est un compatriote, je crois, breton, armoricain. Et nous avions passé en 2004, je crois, c'est un calcul absurde, mais à la fin de l'année, on s'est dit, mais attends, plus de la moitié de l'année ensemble, plutôt qu'avec nos familles respectives. Bon, ça crée quand même forcément des liens dans des circonstances un petit peu exceptionnelles. Voilà. Après, il y a quand même le but, le premier, effectivement, je reviens à votre question, c'est toujours évidemment de rapporter un événement. L'avantage que nous avons en tant que grand reporter, c'est que c'est la différence entre, par exemple, les gens le savent peu, entre un grand reporter et un reporter. Le reporter, on l'envoie quelque part. D'abord, on l'envoie, c'est pas lui qui va de son plein gré. Et deux, on contrôle ce qu'il écrit. Le grand reporter, un, il choisit ses sujets, et deux, il revient avec une liberté de ton. C'est complètement différent. Donc c'est un métier d'homme libre. Ouais, quelque part, on s'est affranchi par rapport à la caste journalistique. C'est intéressant aussi le fait que quand on... et ça, vous le dites au départ, vous allez raconter non pas le produit fini, et c'était un peu dans ma question aussi, non pas le produit fini, c'est-à-dire ce sujet que vous allez dire, bon, on commence par une scène un peu forte, ensuite on décrit les circonstances, parfois on prend un peu de hauteur et on explique le contexte géopolitique, mais ce que vous avez écrit dans ce livre, c'est pas des reportages, c'est toutes les petites choses qu'on dit pas dans ces papiers, des moments où on est un peu en difficulté, des moments très drôles, mais qui, s'ils étaient mis dans un reportage, tourneraient en ridicule un certain nombre de personnages, et donc finalement ferait que soit le reportage ne se referait pas, vous ne pourriez plus avoir ces accès-là, etc., etc. C'est un moment de vérité quand même, ce livre. Oui, ce que j'ai voulu faire, si vous voulez, j'aurais pu reprendre tous les reportages. Là. Il y a 21 histoires. Ça se lit un peu comme un recueil de nouvelles. Chaque histoire, c'est un chapitre. Bon. Il faut quand même le lire chronologiquement parce qu'il y a un processus. Il y a mon premier reportage quand j'avais 20 ans, et puis il y a les autres qui ont suivi au Figaro Magazine avec des personnages récurrents. Je pense aux personnages récurrents, ce sont souvent les photographes, ceux avec lesquels j'ai pu travailler. Noël Kidu, vous l'avez cité, mais aussi Patrick Aventurier ou Jean Cessini ou Patrick Robert, qui est d'ailleurs en couverture de ce livre. On va en parler de la couverture. Voilà. Mais ça, j'aurais pu le faire, mais c'est facile. En fait, on fait un recueil de ce qui est paru, mais ça n'a aucun sens. D'abord parce que les choses ont changé. Il y a des reportages. Je commence ici pour le Figaro Magazine, en tout cas, en 2002, et je termine en 2022. Bon, en 20 ans, la situation n'est plus la même. J'ai en Ukraine, certes, mais c'est pas l'Ukraine d'aujourd'hui. Donc, le lecteur n'y comprend rien. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est quand même garder une prise avec le reportage de l'époque, c'est-à-dire resituer le contexte, est ce qu'on appelle un chapeau dans la presse, c'est dans 5 lignes. Voilà, exemple au Cachemire, l'Inde et le Pakistan, de puissance nucléaire, s'affrontent à Srinagar, sur les plateaux du Cachemire. Bon, très bien, le toit du monde. Une carte qui est faite par ma fille, dont je salue ici le talent, une carte à l'ancienne, un peu comme les livres d'enfants qu'on avait. Une ici, là, sur la voilà, Côte d'Ivoire. typiquement. Voilà. Avec une boussole, et puis noir et blanc, très sobre, mais un peu comme dans L'île au trésor de Stevenson. Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup, ça fait rêver. Et l'image du photographe qui était avec moi. Voilà, et typiquement, là, c'est la frontière nord-coréenne, donc vous avez 2 soldats nord-coréens qui sont en face. On avait longé la frontière chinoise et on était tombé sur ces types à 15 mètres de distance. C'était quand même incroyable, c'est une vue sur le goulag. Donc, je resitue le contexte, mais après... Et c'est la 4e de couverture qui l'explique. Ce livre, c'est ce qui n'a jamais été publié. Et je tiens à citer mon maître en reportage, parce que c'est un grand reporter qui a été volontairement trappé par l'histoire parce qu'il n'a pas été politiquement correct. C'est Henri Béraud. Henri Béraud, d'abord, qui est lyonnais, donc voilà, nous sommes lyonnais tous les deux. Mais 2, c'était l'égal, véritablement, d'Albert Londres pendant l'entre-deux-guerres. Il a fait plusieurs livres, donc ce que j'ai vu alors Moscou, Berlin, etc. etc. Et Henri Béraud dit le journalisme, et c'est très vrai, et c'est toujours vrai, et c'est encore plus vrai, est un métier où l'on passe la moitié de sa vie à parler de ce qu'on ne connaît pas, et
l'autre moitié de sa vie à taire ce que l'on sait. Et c'est la vérité. Et comme vous le dites très bien, quand on fait un reportage, vous êtes mandaté par Paris Match ou par le Figaro Magazine, faites un reportage sur papier glacé, voilà, les gens, une fois par semaine, ils vous lisent, et ils ne sont pas censés savoir jusqu'à quel point vous avez mis les mains dans le cambouis. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ce qu'ils veulent, on raconte une histoire. Alors, il y a un peu d'informations géopolitiques, certes, il y a 2-3 anecdotes, oui, il y a la croche, la chute, etc. Mais en vérité, tout ce qui ne s'est pas bien passé, vous ne la racontez pas. Ils n'ont pas envie de le savoir. Ce que disait Céline, voilà, quand on écrit un roman, Louis-Ferdinand Céline, l'immense écrivain, disait, voilà, vous écrivez un roman. Écoutez, le lecteur, pour moi, c'est comme le passager du paquebot de luxe, le Titanic. Il est sur le pont, dans sa chaise longue. Le soir, il va au bal, il voit des jolies femmes, il danse, etc. Mais s'il y a une avarie en soute, un problème, un tuyau qui explose, etc., il n'a pas à en connaître, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est lui, il doit jouir du spectacle présent. Il a payé son billet. Et le lecteur, c'est pareil. Il n'a pas à savoir ce qui s'est passé. Que vous ayez été arrêté, vous avez eu un souci avec des miliciens ou avec des policiers, etc. Pas le savoir. Ou vous avez eu mal au ventre. Voilà, mal au ventre, oui, c'est normal, hein, ça existe. Surtout dans des pays comme l'Afrique ou quand des continents comme l'Afrique ou l'Asie. Mais bon, et ce que je vais vous raconter, c'est voilà, ça se passe vraiment comme ça. Le choix des hôtels, des choses que vous connaissez, les fixeurs. En fait, on ne connaît pas bien ce métier. C'est un métier qui, à la fois, je m'en suis rendu compte dans les cours, parfois dans les écoles de journalisme, qui est fantasmé. Oui. Mais en vérité, et vous le savez très bien, vous avez donné des conférences aussi, il est méconnu, voire inconnu. Alors justement, ma deuxième question, hasard au pluriel, coup de bol, chance aussi, de celle dont on dit dans le métier que l'absence est une faute professionnelle. C'est vrai. Un reportage, moi je dis souvent, c'est un peu un petit miracle qui se reproduit à chaque fois. Au départ, rien n'est garanti, tout se construit. Parfois, la fin ne ressemble en rien à ce que le début laissait espérer. Et je voulais savoir, pour vous, c'est quoi un bon reportage? Un bon reportage, c'est le contraire d'Hollywood. Peut-être même le bon reportage, c'est celui où il ne se passe rien, pour moi. Si on arrive il ne s'est rien passé dans votre reportage, tout ce que vous avez voulu faire, ça a foiré. C'était nul. Les gens que vous vouliez voir, ils n'étaient pas là, ou ils étaient morts. Enfin, bon, peu importe. Mais vous arrivez à en tirer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il se passe toujours quelque chose. Parce qu'en fait, pour moi, mais c'est sans doute mon côté français, c'est que nous sommes le pays de Dien Bien Phu, n'est-ce pas? Pour moi, l'échec est beaucoup plus esthétique que la victoire. Donc vous mettez en avant le côté perdant magnifique. J'aime bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des moments pas gagné beaucoup de guerres, effectivement, et vous en avez couvert beaucoup. Voilà. Donc, mais si vous voulez, vous avez bien vu que nous, on célèbre... regardez, je vais en 2 exemples. 2 troupes d'élite. Vous avez la Légion étrangère, la bataille fondatrice, c'est Cameron. Une défaite. C'est une défaite. Vous prenez... on ne dit plus l'infanterie de marine, je suis désolé, autrefois on disait même l'infanterie coloniale. Aujourd'hui c'est interdit, on dit les troupes de marine. Troupes de marine, la bataille fondatrice, et donc l'anniversaire annuel, c'est Bazeilles. Une défaite. Donc, il n'y a que des défaites. Mais et ça, c'est je suis fasciné esthétiquement par la défaite, mais peu importe. Ce que je veux dire, un bon reportage, c'est un reportage où il s'est passé quelque chose humainement qui est incroyable. Exemple, quand on retrouve la fille Pol Pot, de Pol Pot. Oui. Ça, c'est incroyable. Par le plus grand des hasards. Parce que je parle des hasards et de la chance. Il y a de la chance, ce que vous dites. Et surtout, c'est votre fixeur qui vous le propose. C'est le fixeur. C'est pas vous qui avez dit mais le fixeur, il n'aurait pas de la famille. Non, c'est le fixeur. Mais le fixeur, par hasard, on lui a pas demandé d'aller voir la fille de Pol Pot. Oui. On sympathise avec lui, parce que c'est très bien, on passe des jours et des jours avec ces gens-là. Et donc, évidemment, on discute. Et puis, au bout d'un moment, quand on traite bien les gens, ils vous traitent bien aussi en retour. Donc, il nous dit, tiens, ça va peut-être les intéresser, les 2 blancs là, qui sont là. Bon, oui, ça m'intéresse. Et c'est pareil pour la frontière entre la Chine et la Corée. Voilà, notre interprète nous dit, oui, vous savez, la frontière, elle fait 500 km. Le fleuve, au début, il est très large, et puis à la fin, c'est un ruisseau. Eh ben, on va le remonter. Puisque au début, la Corée du Nord, on la voit au tel objectif, puisque c'est très loin. Mais si on la remonte, forcément, c'est l'entonnoir. On arrive à un ruisseau.
Et c'est là où on tombe à le goulag vu d'en face, en direct, quoi. Alors, vous faites ce reportage avec un photographe britannique qui s'appelle Gary Knight. Ah non, ça c'est au Cachemire. Ça, c'est le Cachemire. Donc, non paru, le Cachemire. Et très grosse déception, je crois, pour la frontière entre la Chine et la Corée du Nord, puisque seulement quelques photos paraissent, alors que vous aviez la vie entière de la Corée du Nord devant votre objectif, c'est ça? C'est exactement ça. Alors ça... Et pour deux circonstances différentes, c'est ça? Deux circonstances différentes. Mais liées à des bisbilles de l'arrière, on va dire, des bisbilles du journal. Voilà, parce que... On ne dit pas, des choses qu'on ne dit pas. Un journal, c'est comme une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se jalousent, il y a des gens qui se détestent. C'est comme ça, hein, c'est la vie, en fait. C'est la vie, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est la loi de la jungle dans un univers capitaliste et capitalistique. Mais peu importe, un journal, ça reste une entreprise. Par conséquent, il y a une hiérarchie. Donc, il y a le directeur de la rédaction, le rédacteur en chef, le chef de service. Quand vous êtes grand reporter, les gens vous aiment pas forcément. Parce que le grand reporter, alors, il y a ceux qui bougeront jamais de Paris, qui voudraient bouger, mais qui ne peuvent pas parce qu'on estime qu'ils n'ont pas le talent. Et deuxièmement, il y a ceux qui ne bougent pas parce que tout simplement, ils ont une fonction comptable, de financier, etc. et qui ne comprennent pas ce que vous faites. Ils ont l'impression que vous êtes en vacances. Ouais. Vous allez en Irak, pour eux, vous êtes en vacances. Vous allez en Syrie, vous êtes en vacances. Bon, très bien, parce que vous prenez un avion. Et pour eux, prendre un avion, c'est forcément des vacances, ce sont des beaufs. Donc, voilà, ce sont ces gens-là qui ont pris le pouvoir dans les journaux, malheureusement. Qui autrefois étaient dirigés par les journalistes, aujourd'hui par des financiers. Et alors, il y a des rivalités. Les deux cas que vous prenez sont très intéressants. Le premier, effectivement, je me rends au Cachemire, tension, comme il y en a eu il y a 6 mois, me semble-t-il. Il n'y a pas longtemps. Avec cette petite guerre régulièrement. Une guerre sur le toit du monde, là, à 6000 mètres, très intéressante, à Srinagar. Srinagar, magnifique, c'était voilà, au Cachemire. Région revendiquée par les deux puissances, les deux frères ennemis que sont l'Inde et le Pakistan. Nous y allons. Je pars avec un immense photographe qui s'appelle Gary Knight, fondateur de l'agence Seven, que vous connaissez. Jim Natchway, enfin bon, la crème du reportage de guerre tout de même. Et Gary, gentleman britannique, top, accent Oxford, etc. Et toujours fait bien les choses. Et nous trouve, d'abord, la péniche fabuleuse où étaient les Beatles dans les années 66 quand ils voulaient jouer de la sitar et qui fumaient la moquette. Mais bon, donc nous y avaient quand même enregistré l'album blanc. Oui, c'est ça. Hein, je crois. C'est ça, c'est vrai. Ouais. Et c'est là où la gentry british de l'Empire des Indes allait prendre, quand il faisait trop chaud à la mousson, ils allaient prendre le frais là-haut, parce que c'est Srinagar, dans mon souvenir, c'est à 3000 mètres, je suis comme ça. Et Gary, qui est un esthète, et puis surtout à qui on ne dit pas tu fais ci ou tu fais ça, décide de faire ce sujet en noir et blanc. Ça peut paraître idiot, peut-être, mais ce sont des détails qui comptent. Il décide de faire en noir et blanc. À l'époque, le Figaro Magazine, ça dépend des rédacteurs photo, hein, c'est chacun son goût, mais les goûts et les couleurs, comme on dit. En l'occurrence, celui-là n'aime pas le noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup le noir et blanc, parce que mon imaginaire tout ce que j'ai lu quand j'étais gosse et qui a déterminé ma vocation journalistique, c'est la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, etc. Encore, la guerre d'Algérie moins, mais la guerre d'Indochine, c'est le noir et blanc. Et je trouve ça très bien, surtout l'Asie, ça s'y prêtait, c'était magnifique. Il fait des plaques géniales. Et il envoie son travail et on est encore, parce qu'on est obligé de rester, on ne revient pas comme ça en une journée, hein, c'est pas un TGV ou un tramway. Donc, on transmet nos photos, je transmets mon texte. Le temps de rentrer, je m'aperçois au retour, je vois la publication. Plus de Gary Knight. Le sujet n'avait pas sauté, mon texte était intact, mais les photos, c'était celles d'une autre photographe qui avait pris des photos couleur. Parce que le rédacteur photo de l'époque, c'est pas celui qui est là aujourd'hui, mais de l'époque voulait des photos couleur. Donc sans nous le dire, ni à moi, ni à Gary, je me retrouve avec voilà. Ça fait partie des aléas de la presse. Pour la Corée, si vous voulez qu'on en parle, au moins que vous soyez pressé, mais pour la Corée, c'est beaucoup plus simple.
Ce C'est une sujet... question de saison, je crois, la Corée. Alors, Vous êtes tombé en été alors, et il fallait des sujets légers, donc le vôtre a été réduit. ouais, de saison. Alors, non pas de climat. Hein, Non, 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 c'est mais- une question de timing et Ouais. d'agenda, effectivement. De Ouais. calendrier, plus exactement. Et de congés payés. C'est-à-dire que... Donc, ça va très loin, parfois. Là, c'est une question de congés payés. Il se trouve qu'on fait, je crois, on fait ce reportage en Chine, donc à la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Et je rappelle que nous voyons quand même le goulag d'en face. C'est-à-dire que Patrick Aventurier, il photographie les prisonniers avec les chaînes aux pieds, les slogans, Kim Jong. Enfin, c'est incroyable. Les soldats nord-coréens à 10 mètres de nous. On revient, c'est une zone interdite. Les Chinois ont failli nous gauler, c'est pas arrivé. On a manœuvré assez subtilement. Je suis parti en vitesse, j'ai rapporté les films et Patrick. Vous avez joué aux touristes. On a fait les touristes, voilà. On s'est fait arrêter par la police. Mais Patrick a eu le temps de changer Mettre ces une deux carte cartes. avec. Une carte où il y avait que des paysages. Voilà. Il n'y a pas du tout de politique. Enfin, de politique. De soldats, donc de sujets sensibles. Donc nous sommes passés. Petit contrôle policier, ça arrive souvent. Ça, c'est pas très grave quand ça se passe bien. On ramène qu'il est légitime, tout de même, d'appeler... Alors, j'aime pas ce terme, je vais le mettre dans les grandes lignes. Un scoop. Peut-être pas un scoop, mais c'est un super coup, en tout cas. Super coup. Bon, la Corée du Nord, tout le monde en parle. C'est comme le Saint-Esprit, tout le monde en parle, mais personne n'a jamais vu, Saint-Esprit. Bon, bah, voilà, c'est pareil. Ou les archanges, c'est pareil. Bah, là, c'est pareil. La Corée du Nord, on en parle. Ah ouais, Kim Jong-un a fait ceci, cela. Oui, d'accord. Bah, nous, on voit bien. Les mecs en fac, c'était faméliques, ils étaient squelettiques. Bon, ils étaient des prisonniers, quoi. On rentre avec ça, mais on fait le sujet en juillet, le temps de rentrer. J'arrive au mois d'août, plein mois d'août. Bah, le directeur de la rédaction est en vacances. Le rédac-chef photo est en vacances. Et comme dans tous les magazines, bah, il y a quelqu'un qui assure l'intérim. Celui qui assure l'intérim est quelqu'un qui me déteste cordialement. Je ne sais pas pourquoi, je suis très aimable. Mais bon, il me déteste cordialement. Et voilà, et il se dit, Tremblay fait chier, il en ramène un truc. Etc. Et comme c'est lui qui décide du nombre de pages, etc., bon, ben, il pouvait pas logiquement le trapper. Le trapper, c'est-à-dire le faire passer à la trappe. Hein. Ça aurait été, été une faute professionnelle. Donc, il en fait à minima. Il en tire 3 photos et 4 pages. Logiquement, ça aurait fait peut-être pas la une. Je ne vais pas non plus... voilà, La une du Figmag avec le Corée du Nord, c'est un peu dur quand même. Voilà, surtout en été. Ouais. Et donc, surtout en été, ça fait mal au lecteur. Il a mal. Il est sur son yacht, il fait de la voile, il n'est pas content. Mais en tout cas, ça aurait fait au moins 10 pages. Et voilà, un super sujet mis en valeur au début. Ça n'a pas été le cas parce que ce type m'aimait pas. Et puis voilà, c'est une sorte de jalousie interne après. Mais comme je termine ce chapitre là-dessus, c'est sûr que on se dit, mais attends, on a pris des risques, on a fait se faire choper par la police chinoise, expulsé, interdit de visa à vie, jamais retourné dans le pays. Etc. Pour rentrer, faire 4 pages le 15 août. Si on avait fait la descente des gorges du Verdon en kayak ou les meilleurs spots de surf de Biarritz & Co, là on aurait fait 20 pages. Voilà. C'est un peu ça le journalisme. Aussi. Et je ne suis pas amer. Hein. Je remercie encore. Je remercie le Figma pour toutes ces années parce que c'est quand même grâce à ce journal que je l'ai fait. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, comme dans toute société humaine, si vous voulez, il y a des rivalités et des règlements de compte. Il y a aussi, donc on en a évoqué quelques-uns, les photographes qui sont les magiciens de nos aventures. À Match, on disait pas de photos pas de sujet. Sans photo, pas de sujet. Alors, la photo de couverture, parlons-en, de votre livre, a été prise au Congo par Alvaro Canovas. Elle vous montre avec un autre photographe ici, Patrick Robert, en mauvaise posture. Je pense que cette photo n'est jamais parue dans votre magazine, ou alors vraiment en tout petit. Jamais, parce que c'est un photographe de Paris Match qui l'a prise. Voilà, et racontez-nous cette scène. Alors, ça se passe au Congo en 2003, dans la province que vous connaissez, puisque vous en revenez, qui s'appelle l'Ituri. Aux prises, comme c'est souvent le cas en Afrique, avec une guerre
ethnique ou tribale, bon, voilà, mais avec deux ethnies ou deux tribus instrumentalisées par des puissances extérieures, en l'occurrence l'Ouganda et le Rwanda. Nous allons couvrir, quand on y va, c'est massacre sur massacre, fausse commune. Et je passe les détails les plus macabres, mais on y va parce que l'Union européenne décide d'envoyer une force d'interposition dont la France est le fer de lance. En l'occurrence, nos forces spéciales, le COS, le commandement des opérations spéciales. Mais on n'y va pas avec eux, on y va un petit peu avant eux. Et c'est l'Afrique, c'est-à-dire guérilla, milice, groupe armé. Un matin, on est dans une ville qui est tenue par, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais admettons, la ville de Bunia. Voilà, la ville de Bunia, capitale de l'Ituri. Qui est tenue par les milices Emma, qui est attaquée par les milices Lendu. Bon, après, une fois que j'aurais dit ça, on va pas, c'est un peu complexe, il faut faire appel à Bernard Lugan pour décrypter tout ça. Donc, je vais dire la milice X et la milice Y. C'est pareil, donc de toute façon, on part, nous, il se trouve qu'on est dans la ville attaquée, donc on part avec des miliciens de la ville attaquée, qui sont des enfants soldats, des Kadogo, comme on dit là-bas, voilà, des enfants soldats, qui se disent la ville est attaquée. On dit, avec Patrick Robert, le photographe, et photographe de Paris Match, Alvaro Canovas, plus une équipe de France 2. Donc on devait être peut-être Grégoire Dognaud, je dirais une demi-douzaine de photographes, soit reporters d'images, soit photographes, rédacteurs, je ne sais pas. En tout cas, on se joint à ce groupe d'enfants soldats. Et vous doublez en film, puisqu'on vous voit... Moi, je filme. Vous allez faire l'article pour le Figaro, voilà, mais vous faites aussi du film. Alors, j'en profitais. Quand je pensais que ça allait être visuel, je prenais une caméra. Donc ça m'a permis de faire des documentaires pour France 2, Envoyé spécial ou TF1, Appel d'urgence. Mais c'était pas systématique. Mais si je pensais qu'il y avait de l'image ou de l'action, je prenais la caméra. C'est toujours bien. Ça fait un plus. Et puis ça occupe. Ça permet de pas trop penser à ce qui se passe. Et donc, on part avec eux. Bon, on les suit, ça dure des heures. Et puis au bout d'un moment, c'est attaque. Débandade de nos enfants soldats. C'est-à-dire, vous êtes avec des... On est avec des enfants soldats qui tiennent on voit bien ligne. qu'il se passe quelque chose. Alors, ils tiennent une ligne de front. Les autres, en face, on les entend arriver, des chants de guerre, des cris, etc. Et puis les détonations qui commencent. Bon, voilà. Et on regarde, nous, on n'est pas armés, on regarde les enfants soldats avec qui nous sommes, et on les regarde pas longtemps, parce qu'au bout de 15 secondes, c'est parti. Ils sont partis comme des lapins. Donc, et comme on ne sait pas comment retourner au centre de la ville que nous étions censés défendre dans ces comment on dit, outskirts en anglais, dans sa périphérie, et on les suit en courant, évidemment. Bon, en courant, et les autres nous suivent aussi en tirant. Bon, nous en courant et eux en tirant. Bon, voilà, tout ça se passe pas très bien, et à un moment donné, on est donc réfugiés derrière ce petit muret pour sauver nos vies, et nous sommes sauvés par des casques bleus uruguayens, je me souviens, à l'époque, qui viennent nous récupérer parce que ça allait pas bien. Voilà, ça c'est des moments forts, mais il n'y en a pas des moments très très forts comme ça, il n'y en a pas souvent. Non. La plupart du temps, vous savez très bien, un reportage, c'est de l'attente. C'est un rapport au temps, c'est beaucoup d'attente. Il y a très peu l'adrénaline, elle est très limitée. D'ailleurs, vous en conviendrez, les films qui sont faits sur le reportage de guerre ou sur, on va dire, la guerre, font l'économie bien souvent de cette attente, qui est aussi valable pour les militaires. C'est-à-dire qu'on voit tout le temps de l'action dans ce qu'Hollywood veut montrer, parce qu'effectivement, il y a un temps de limité, et on transcrée, on arrive mal à rendre justement cette attente qui peut être à la fois usante sur certains aspects. Moi, je parlais de l'Ituri, là, je suis allé au Congo cet été, les heures à attendre des avions qui n'arrivent pas, ou à courir après des avions qui sont déjà partis, des choses cérébralement très difficiles. Ou le passeport qui a été confisqué par tel ou tel bureaucrate. Vous avez un exemple d'ailleurs où vous êtes dans une foule,
on vous pique votre passeport et Oui. la même foule vous redonne votre passeport parce Oui. qu'il y a un type. Ça se passe en Côte d'Ivoire, je crois. Il passe en Côte d'Ivoire, leader Ouais. ultranationaliste anti-blanc à l'époque, et notamment anti-français, mais anti-blanc, disons-le clairement tout de même, mais anti-français en particulier. Euh, Allié de Laurent Gbagbo, qui bon, à l'époque était le président, peu importe, fait un meeting nationaliste à Abidjan dans le centre. 1 million de personnes, mais surexcitées. Quand je dis surexcitées, la cam, la dope, le vin de palme, enfin bon, la totale, plus la chaleur. Et nous, peut-être, allez, une demi-douzaine de blancs qui participent à cette manifestation, parce que j'avais eu la chance d'interviewer le président Gbagbo qui m'avait donné une escorte armée. Toujours est-il qu'il allait se frayer un chemin dans la foule et je me fais piquer mon portefeuille. Bon, jusque-là, tout va bien, sauf que dans le portefeuille, il y avait mon passeport. Et là, je lui dis, là, ça va être compliqué parce que, vu l'ambiance anti-française, aller voir les autorités en leur disant, bah, écoutez, bon, c'est typiquement, à l'époque, c'était un motif de procès, de prison. Et prison africaine, c'est pas... On n'est pas en Suède, aux Pays-Bas, hein, si vous voulez. Donc, si vous voulez, non, là, j'avais pas tellement envie d'y aller. Et donc, je lui ai dit, ça va pas être bon. Mais, comme ce leader nationaliste avait été briefé par son président qui nous aimait bien et qu'il faisait son jeu un petit peu, fait un appel, auquel je ne crois pas, en disant, on a volé le passeport d'un journaliste ami. Il faut le rendre, hein. J'y crois pas une seule seconde. Il y a 1 million de personnes surexcitées. Il y avait un mouvement qui s'appelait le mouvement anti-blanc. L'autre, il y avait un truc qui s'appelait le MPMB. Je me souviens des pancartes. Noël qui lui a pris les photos. Le mouvement pour manger les blancs. Enfin, waouh. Le passeport, c'est terminé. Je n'en reviendrai jamais. Ou alors dans la marmite, un petit morceau, quoi. Bon, donc, ouais, j'y crois pas du tout. Mais incrédule que je suis, va des rétro Satanas, finalement, il existe un Dieu, sans doute. Et le passeport, par un mouvement de foule qui ondule, etc., c'est pas possible. Il me revient, mais dans la main. 1 million de personnes, une foule en délire. Mon passeport est revenu. Sans le portefeuille. Alors, la carte bleue, le liquide, le portefeuille en cuir de crocodile, ou je sais pas quoi. Lui, il avait disparu. Mais on est au pays des crocodiles aussi, c'est un peu normal. Mais donc mais le passeport était là. Donc Oui. je pourrais reprendre un avion et Hmm. quitter ce bourbier.